Bonjour Elisabeth. Bonjour Bonjour. Sabrina. Et surtout, merci d'avoir accepté de contribuer au congrès Vers l'amour conscient organisé par l'Université de l'amour. Alors, Elisabeth, je voulais te présenter très rapidement, mais avec comme idée que tu complètes, parce que je vais dire des choses très simples et très brèves. Tu es à l'origine gestalt thérapeute et puis ensuite thérapeute de couple Imago, animatrice de stage Imago, formatrice de formateurs à la méthode Imago et également superviseuse. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton parcours de vie professionnelle? Oui, avec plaisir. Eh bien, ce que tu viens de décrire là, c'est presque une deuxième vie parce que vers 40 ans, j'étais à l'époque chef de projet dans une organisation internationale et je me suis rendu compte que ma passion, c'était les relations humaines. Donc, j'ai vraiment décidé de reprendre des études et donc c'est pour ça que je suis devenue gestalt thérapeute. Et puis, à l'époque, ça n'allait pas très bien dans mon couple. Et donc, je me suis renseignée pour trouver une thérapie, une méthode qui me permettrait de retrouver de l'harmonie, de la joie, de la vie, du vivant dans ma relation. Et c'est là que j'ai rencontré donc Imago. C'était en 2008 ou 2009. Et j'ai participé au premier stage organisé en France. Oui, c'était à Versailles en 2009. Voilà. C'était organisé par Chantal et Antoine Daudifray, qui sont des grands connaisseurs d'Imago également. Donc, j'ai fait ce stage avec mon mari. Et puis, vous savez, parfois, la vie nous réserve des épreuves auxquelles on ne s'attend pas. Et après 20 ans de vie commune, on a décidé de se séparer, mon mari et moi. Et ça a été une grande souffrance. Et j'ai hésité à l'époque, j'avais donc commencé mes études pour devenir thérapeute de couple Imago. J'avais repris, en plus de ma casquette de gestalt thérapeute, j'avais commencé ce cursus et j'étais en plein cursus de formation quand cet événement est arrivé. J'ai longuement hésité à continuer, mais je me suis rendu compte que Imago m'avait permis de comprendre et d'expérimenter énormément de choses qui me permettaient de voir la vie de couple totalement différemment. J'ai donc décidé de continuer ma formation et pour faire ce que tu viens de dire, Guillaume, c'est-à-dire je suis ensuite, après ma certification en tant que thérapeute de couple Imago, je suis devenue animatrice de stage, superviseur et maintenant, je transmets la thérapie relationnelle Imago dans mon centre de formation au bord de la mer à côté de Nantes, aux psychologues, aux sexologues, aux psychothérapeutes, aux conseillers conjugaux et familiaux. Voilà mon parcours un petit peu plus détaillé. Oh, c'est un long trajet, un long itinéraire, quoi. C'est magnifique. Merci de cette présentation, Elisabeth. Est-ce que tu pourrais nous faire une présentation maintenant de la théorie Imago? La thérapie. La théorie de la thérapie. Oui, alors quand vous m'avez sollicité pour cet entretien, je me suis dit, comment est-ce que je vais faire pour décrire la thérapie Imago en 10-15 minutes, c'est quand même quelque chose de très vaste. Et la question que je me suis posée, c'est mais qu'est-ce qui aiderait le plus les couples qui vont nous écouter maintenant? Et donc, j'ai décidé de parler, et ça va peut-être vous surprendre, de parler des conflits. Voilà. Et pourquoi les conflits? Eh bien, parce que quel que soit l'état d'une relation, il y a toujours des perturbations. Il y a toujours des conflits, il y a toujours des moments plus difficiles que d'autres. Et si on prend ces moments-là vraiment comme quelque chose où on est en lutte de pouvoir avec son partenaire, eh bien, ça peut arriver à des situations qu'on n'arrive plus à maîtriser. Tout simplement parce qu'on ne sait pas que derrière le conflit,
il y a une énorme opportunité de croissance pour le couple. Et c'est ça, juste cette partie-là dont je vais vous parler si vous voulez bien. Hein. Donc, vous savez que nous sommes principalement des êtres relationnels. Nous sommes des êtres relationnels et nous avons été blessés en relation. Dans notre enfance, les personnes qui se sont occupées de nous, elles ne pouvaient pas être H24 à subvenir à tous nos besoins. Donc, il y a eu des blessures qui ont été... et c'est tout à fait normal, ces blessures. Ça ne peut pas être autrement. Même si on a eu des parents extrêmement bienveillants, il y aura toujours ça. Donc, on développe petit à petit dans notre enfance des mécanismes de défense. Des mécanismes de défense, un costume de survie, bref, il y a plusieurs noms pour décrire ce phénomène. Mais surtout, on va en fait avoir deux manières différentes de canaliser notre énergie. Quand on est une personne équilibrée, on va pouvoir soit sortir notre énergie lorsque c'est nécessaire, soit rentrer notre énergie lorsqu'on en a besoin pour se ressourcer. Et ce mouvement, soit d'aller mettre son énergie à l'extérieur, soit de la rentrer, est tout à fait normal. Quand on a des blessures, on va se polariser, c'est-à-dire qu'on va en fait prendre une extrême ou l'autre. C'est-à-dire qu'on va avoir tendance, dans certains cas, particulièrement dans les conflits, à sortir notre énergie, à être ce qu'on appelle un maximiseur en imago, c'est-à-dire qu'on va rentrer dans la relation par l'agressivité, la colère, par exemple. Ça, c'est le maximiseur. Et à l'inverse, certaines personnes vont plutôt, en cas de difficulté émotionnelle, rentrer leur énergie. Et là, on parle de minimiseur. Et à ce moment-là, les comportements vont plutôt être des comportements de fuite ou de soumission. Donc, on a à l'extrême des maximiseurs et des minimiseurs, sachant que la pleine santé émotionnelle, c'est juste d'avoir les deux et d'aller vers un comportement ou l'autre en fonction de ce dont on a besoin pour être en relation. Je vous parle de phénomènes relationnels. Eh bien, figurez-vous que dans un couple, tout à fait inconsciemment, un maximiseur va se mettre en couple avec un minimiseur. Donc, on va vraiment avoir ça, et ça se vérifie presque à 95% dans tous les couples que j'ai pu rencontrer et par toutes les études qui ont été faites à ce niveau-là. Donc, on a un maximiseur, un minimiseur, et en plus, ils ont été blessés au même moment dans leur développement relationnel. Alors, la nature fait bien les choses, parce qu'en fait, s'ils ont été blessés au même moment, ça veut dire simplement qu'ils savent, ils connaissent la blessure, donc ça devrait plutôt être un atout. Eh bien non, ça ne l'est pas tant qu'on n'a pas compris ça, tant qu'on n'a pas compris qu'en fait, on se met en couple pour guérir de nos blessures d'enfance. Pour guérir de nos blessures d'enfance. Donc, il y a vraiment le fait d'être polarisé, un partenaire maxi, l'autre partenaire mini, la même blessure, et ça fait une espèce d'étincelle quand le conflit arrive, alors que c'est à ce moment-là qu'il faudrait vraiment temporiser les choses et arriver à voir ce qu'il y a en dessous. C'est-à-dire aller récupérer la blessure d'enfance, juste, vous savez, la prendre, la récupérer et voir comment elle s'actualise dans la relation. Juste ça. Il ne s'agit pas de faire de la blessurologie. Il ne s'agit pas de patauger dans la blessure. Non, on prend l'information, on la met en conscience et on peut ainsi la transformer. Vous savez très bien qu'on ne peut pas transformer des choses qui n'ont pas été mises en conscience. Donc, le travail dans la thérapie Imago, il consiste principalement à faire ça. Voilà. Et à partir du moment où le couple prend conscience de ces mécanismes, eh bien, au lieu d'être vraiment à court de
d'informations, de techniques, de moyens de sortir de cette polarité dans laquelle ils sont vraiment dans une lutte de pouvoir, ils travaillent grâce au dialogue imago pour identifier les blessures, les traiter, les transformer et ainsi arriver à récupérer des parties d'eux-mêmes qu'ils avaient mises de côté pour être aimés dans l'enfance. Un enfant, il va, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui n'est pas accepté, soit dans sa famille, soit dans sa religion, donc cet enfant, il va abandonner des petites parties de lui. Hein. Et on ne peut vraiment vivre dans la joie et la sérénité que si on récupère ces parties-là. Et notre partenaire, justement, il ne va avoir de cesse que de nous appuyer sur les boutons pour dire « Hey, moi, je veux voir ça chez toi, je sais que c'est là, est-ce que tu veux bien me le montrer ?» Le problème, c'est qu'il ne s'y prend pas de la bonne manière. Donc, avec Imago, les couples vont apprendre une manière de retrouver cette joie, cette harmonie entre eux. Voilà ce que je voulais vous dire. Et également, vous savez que, bien sûr, on est de la relation de nos parents, donc on est de cette relation. Je vous ai expliqué qu'on est blessé par la relation, mais aussi on guérit par la relation. Donc, c'est vraiment ce que je trouve intéressant parce qu'avec Imago, le travail se fait vraiment dans le couple. Voilà la première partie que je voulais vous partager. Superbe. Est-ce que, Elisabeth, tu peux donner un exemple de blessure commune dans un couple? Alors, je vais vous donner un exemple qui concerne mon couple avec le père de mes enfants. On a découvert dans ce travail Imago, parce qu'on a quand même travaillé en Imago pendant un certain temps, et ça partait d'un conflit récurrent tous les ans au sujet des vacances. Parce que pour moi, les vacances à l'époque, c'était dans l'appartement au bord de la mer, l'appartement familial, et on ne bougeait pas. Donc, on passait un mois de vacances là, et pour moi, ça m'allait très, très bien. J'étais habituée à ça, j'avais été là petite, et c'était parfait. Et le père de mes enfants, lui, il ne rêvait que d'aventure. Il fallait qu'on fasse des choses extraordinaires, et tous les ans, pendant des années, ça a été un conflit difficile. Et à la suite d'un dialogue Imago dans lequel on a vraiment identifié pourquoi on était tellement, tellement différents, on s'est rendu compte que moi, dans mon enfance, j'habitais dans une ferme et il n'y avait pas beaucoup de sécurité. C'est-à-dire que mes parents étaient cultivateurs, on était 5 enfants, ils n'avaient pas forcément tout le temps d'être derrière nous et donc moi j'avais énormément manqué de sécurité dans un moment où une enfant est amenée à explorer le monde. Hein? Vous savez ce moment entre 1 an et demi et 3 ans à peu près où l'enfant vraiment commence à regarder partout et puis en même temps à vouloir être à côté de papa et maman. Il y a vraiment ce moment-là. Donc moi, j'ai quand même, je pense, eu très peur à certains moments dans cette période parce que mes parents n'avaient pas le temps de s'occuper de moi. Il y avait beaucoup de dangers. Dans une ferme, il y a beaucoup de dangers. Et le père de mes enfants, lui, était élevé à cette époque-là par sa grand-mère qui, il avait perdu son frère jumeau très jeune et donc sa grand-mère était sans cesse en train de le restreindre, de l'empêcher de voir, d'explorer, de visiter. Et donc, il avait une grande soif d'aventure. Une fois qu'on a identifié ça, que le père de mes enfants a vu à quel point c'était difficile pour moi d'explorer tellement je pouvais être facilement en panique.
que moi, j'ai vu combien il avait souffert de cet étouffement, eh bien, on a réussi à ouvrir les vannes, on va dire, vraiment, c'était ça. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, moi, j'ai accepté eh bien, que les vacances seraient divisées en deux. C'est-à-dire qu'on aurait bien 2 semaines, je pourrais me reposer tranquillement dans un lieu où je sais que je peux me ressourcer. Et puis, la deuxième partie des vacances, on est allé, qu'est-ce qu'on a fait? On a été en camping avec des ânes dans les Alpes, on a fait du canyoning, on a fait du kayak autour de la Corse, bref, voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que moi, j'ai vraiment récupéré mon côté explorateur. C'est-à-dire que maintenant, quand il a fallu que je devienne formatrice Imago, il a fallu que j'aille aux États-Unis. Je suis partie 3 mois aux États-Unis, 4 mois même aux États-Unis, reprendre des études là-bas, ça ne m'a posé aucun problème. Je pense que si je n'avais pas eu toute cette aventure avec le père de mes enfants, je n'aurais pas pu faire tout ça. Donc, j'ai vraiment récupéré quelque chose qui me donne énormément de plaisir maintenant. Est-ce que ça vous parle, cet exemple? Merci, il est magnifique cet exemple, Elisabeth. Super, merci. Oui, c'est très clair. Oui, alors merci, Elisabeth, de nous avoir expliqué comme ça ce que c'était que la thérapie Imago et puis de nous avoir donné cet exemple qui est très clair. Mais en quoi la thérapie, qu'est-ce que Imago peut apporter de plus finalement en tant que thérapie à un couple par rapport à d'autres thérapies de couple qui existent? Oui, je comprends tout à fait ta question, Guillaume. D'abord parce que la thérapie Imago, elle s'appuie vraiment sur un paradigme relationnel. Je vous l'ai dit, c'est la relation qui guérit. Donc, c'est la relation avec le partenaire qui guérit. Ce n'est pas la relation avec le thérapeute. Et en Imago, le thérapeute, il ne fait que faciliter le dialogue. Mais tout le dialogue se passe entre les partenaires. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de triangulation. C'est un dialogue très structuré qui permet de se sentir écouté à 100%. Or, quand on est enfant, s'il y a bien quelque chose dont on a manqué, c'est cette écoute profonde, empathique et disponible. Un dialogue Imago dans un cabinet de thérapeute, il va durer entre 1h30 et 2 heures. Les partenaires vont être l'un en face de l'autre. Ils ne regardent pas le thérapeute. Ils sont vraiment en lien, rapprochés. Si possible, ils se tiennent les mains pour qu'il y ait vraiment cette relation entre eux. N'oubliez pas qu'à chaque fois qu'il y a un conflit, ce que désire le couple, que ce soit le minimiseur ou le maximiseur, c'est retrouver de la connexion. C'est retrouver ce qu'ils ont vécu au début de leur relation. Donc, si on les met dans cette posture en Imago, ça a vraiment du sens. En plus, par rapport à l'écoute, le dialogue, il se passe en miroir. C'est-à-dire qu'il y a un émetteur et un récepteur. L'émetteur va parler principalement de lui et de ce qui se passe dans son monde quand son partenaire fait telle ou telle chose. Et le partenaire qui écoute va faire un miroir de ce que dit l'émetteur. C'est-à-dire qu'il va redire, si possible, mot pour mot, ce que son partenaire a dit. Pourquoi ? Parce que ça permet non seulement à l'émetteur de se sentir entendu, mais ça permet à l'émetteur d'aller plus loin dans son monde intérieur, c'est-à-dire d'avoir une résonance de ce qu'il a dit pour pouvoir continuer à aller voir ce qui se passe à l'intérieur de lui. Et bien souvent, dans un dialogue Imago, celui qui parle de lui va faire l'expérience d'apprendre des choses de lui-même qu'il ne savait pas, grâce à l'écoute empathique et bienveillante de son partenaire. Je dirais que c'est vraiment
là le point qui pour moi est différent avec Imago. Hein. Et puis en plus, excusez-moi, mais vous n'emmenez pas votre thérapeute chez vous, hein, alors que vous pouvez emmener la structure du dialogue Imago. En tous les cas, pas consciemment, pas dans le... Donc, vous pouvez reproduire ce dialogue chez vous. Donc, je dirais que c'est vraiment ça, plus toute la mise en lumière du passé qui est réactualisée dans la relation et qui, une fois mise en conscience, va être transformée. Avec des tas d'outils, Imago a plusieurs formes de dialogue, plusieurs propositions d'accompagnement, et on dit qu'une thérapie Imago qui vraiment prend tout son sens, c'est une douzaine de séances avec un thérapeute. Hein, pour avoir vraiment un panel de tout ce qui peut être fait. C'est une douzaine de séances, mais c'est aussi les stages. Il y a des stages Imago qui sont, maintenant il y en a un peu partout en France, et les stages permettent vraiment de bien appréhender la totalité. Et il y a des études qui ont été faites qui disent que pour que le cerveau commence à modifier son comportement, il faudrait le stage de 3 à 4 jours, ça dépend des animateurs, plus 6 mois de thérapie. Et on considère qu'une thérapie, c'est 6 mois à raison de 2 rendez-vous par semaine. Voilà, donc tout ça, ça fait vraiment, je trouve, la différence par rapport aux autres approches. En tous les cas, c'est ce qui, moi, au départ, pour moi-même, puisque c'est quand même beaucoup mieux d'avoir expérimenté ce qu'on transmet, c'est ce qui m'a plu. Et c'est là où j'ai vu toute la puissance de la thérapie Imago. Super. C'est deux séances de thérapie par mois, c'est ça, sur 6 mois? C'est une toutes les 2 semaines. Oui. Tu as dit 2 par semaine. Tu as dit 2 par semaine, c'est une toutes les 2 semaines. Une toutes les 2 semaines, c'est ça. Oui, ok, super. Non, il n'y a pas de mal. Si 12 séances sur 6 mois, ça fait à peu près ça. Oui, voilà, d'accord. Sinon, j'étais en train de me dire, ça fait beaucoup. Non, ce ne serait pas. Ce que je retiens, c'est que la thérapie Imago, ce n'est pas quelque chose qui dure 15 ans, hein, comme certaines autres formes de thérapie, et que, si je comprends bien, on passe des outils aux patients qui peuvent les réutiliser eux-mêmes tranquillement pendant tout le reste de leur existence. Enfin. Tout à fait, exactement. Hein. Je sais que la plupart des thérapeutes Imago donnent des trames de dialogue pour permettre justement au couple de s'exercer chez lui, de faire des dialogues. Hein. Et comme en Imago, on dit que 90% des conflits viennent du passé et 10% du partenaire, vous voyez qu'il y a quand même du travail à faire. Ouais. Super. Je voudrais insister aussi sur quelque chose, c'est que je pense vraiment que la thérapie Imago, elle a tout son sens pour des couples qui ne sont pas forcément en conflit, mais qui ont le désir de remettre de la vie, de la joie dans leur couple, redonner un souffle nouveau. Je pense particulièrement aux couples qui, vous savez, ce moment où les enfants partent, c'est presque la retraite, il y a vraiment une période de flottement. Il y a eu tellement d'activités pendant les années précédentes que finalement, ce couple, il a peut-être une vie un petit peu parallèle, que Imago va permettre de recréer des ponts entre eux, hein, et d'aller voir quelle est la vision de leur couple, qu'est-ce qu'ils veulent pour leur avenir. Il y a un très beau dialogue sur la vision qui permet à des couples comme ça qui s'étaient un petit peu perdus de vue, de retrouver de l'envie de vivre et de faire ensemble. Alors, Elisabeth, la thématique de cette conférence, c'est la zéro négativité dans le couple. C'est un thème qui t'est cher. Et en fait, j'aimerais que tu nous fasses une petite présentation de ce que c'est, de comment la mettre en pratique,
pourquoi la mettre en pratique, et puis aussi que tu nous précises tous les bienfaits de la zéro négativité. Oui, oui, c'est un thème qui m'est cher parce que depuis maintenant une bonne année, c'est quelque chose que j'explique aussitôt aux couples qui viennent me voir dans mon cabinet et quelque chose sur lequel j'insiste beaucoup dans les formations de thérapeute imago. Et alors, avant de parler de la zéro négativité, il faut que je fasse un petit point sur le cerveau. Et comme je ne suis certainement pas une spécialiste du cerveau, je vais regarder mes notes de temps en temps parce que ce n'est pas mon sujet de prédilection, hein. Donc, je voudrais juste poser 2 ou 3 petites choses par rapport à ça. D'abord, on sait maintenant que notre cerveau, il a une neuroplasticité jusqu'à notre dernier souffle. C'est-à-dire qu'à un moment, on pensait qu'une fois que le cerveau avait fini son développement, il ne bougeait plus ou même il perdait plutôt des connexions. Or, il peut recréer des connexions neuronales tout au long de l'existence. Et maintenant, les neuroscientifiques s'accordent à dire que notre système nerveux est toujours à l'affût du danger. Toujours, toujours, toujours. Et ils appellent ça, ils donnent un terme à cette manière de fonctionner, ils appellent ça le biais de la négativité. C'est-à-dire que notre cerveau, il scanne sans cesse danger, pas danger, danger, pas danger. Et puis on a maintenant, nous les humains, une petite partie du cerveau là, qui fait à peu près 5 petits pois, là, pas plus grand que ça, qui s'appelle le cortex orbitofrontal, qui est vraiment ce qu'on appelle le cerveau pensant, c'est-à-dire c'est le cerveau, la partie du cerveau qui est en même temps empathique, qui peut faire preuve de discernement, qui va faire des choix conscients et qui est capable de nous observer. On est capable avec cette petite partie du cerveau de nous observer nous-mêmes. Donc, lorsque ce cerveau-là fonctionne, on a tout ça à notre disposition. Dès qu'il y a un danger, cette partie-là se déconnecte et on reste juste en lien avec nos comportements de mammifères, c'est-à-dire agressivité, fuite, et si ça ne fonctionne pas, inhibition, figement. Agressivité, fuite, et dans un deuxième temps, si ça ne fonctionne pas, immobilisation, figement. Ça, c'est toute la théorie polyvagale qui nous a montré qu'il y avait vraiment ces 2 niveaux de réaction chez les êtres humains. Donc, vous comprendrez bien que si on veut garder notre empathie vis-à-vis de notre partenaire, il ne faut pas qu'on soit en mode danger. Sinon, on ne peut rien faire, hein. C'est vraiment notre cerveau limbique qui va des milliers de fois plus vite que ce néocortex. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'on a 2 sortes de mémoire. On a une mémoire implicite qui va garder en mémoire tout ce qui est négatif en pensant que ça va nous donner des informations pour rester en vie. Et cette mémoire, elle est à très, très, très long terme, hein. Et on a une mémoire explicite qui garde en mémoire tous les événements positifs tant qu'ils sont présents. Ça ne mémorise pas sur le long terme. Donc, vous pouvez mieux comprendre maintenant cette phrase imago qui dit que les 20% qui vont mal dans une relation prennent la place des 80% qui vont bien. C'est notre cerveau qui fonctionne comme ça. Donc, Arvil Hendricks et Hélène Laclihan, qui sont donc les fondateurs de la théorie et de la thérapie imago, ont inventé ce concept de zéro négativité. Voilà, on va retirer de la relation les critiques, les blâmes, les sarcasmes, les jugements, de façon à pouvoir établir une relation qui ne nous met pas en danger. Alors, bien sûr, ce n'est pas si facile à dire, hein,
C'est facile à dire, mais ce n'est pas facile à faire. Et pour l'avoir expérimenté, je peux vous assurer qu'en effet, ça n'est pas quelque chose de simple. Mais quand on explique aux couples que, en fait, leurs comportements sont des comportements parce qu'ils ont peur, hein, quand vous dites à quelqu'un je n'aime pas ce que tu viens de dire, vous le mettez tout de suite en danger. D'autant plus que cette mémoire implicite, elle garde en mémoire tout le non-verbal, la manière dont vous dites les choses et le faciès, toutes les expressions du visage. Un sourcil qui se lève, tout de suite, vous allez déconnecter. Donc, il y a vraiment à expliquer ça au couple pour que petit à petit, ils prennent conscience de l'impact qu'ils ont sur leur partenaire, hein, et vice-versa. Donc, ça, c'est ce que je voulais vous dire par rapport à ce cerveau qui nous entraîne vraiment à notre insu dans des comportements qu'on voudrait éviter. Un exemple, c'est quand on ressort les vieux dossiers. Hein. On est tranquillement en train de discuter avec son partenaire ou sa partenaire, et puis d'un seul coup, il y a un petit truc qui nous fait réagir, mode danger, et on va ressortir l'histoire d'il y a 3 semaines quand tu as oublié de venir me chercher alors que je t'avais demandé de le faire, etc. Ou l'histoire d'il y a 4 mois, et c'est tellement présent que tout de suite, ça ressort. Hein, et on ne peut pas aller contre. Donc, on va habituer les couples à changer de comportement. Et ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que notre cerveau, il adore automatiser les choses. On ne pense pas à respirer, c'est automatique. Au bout d'un certain temps, quand on conduit une voiture, on ne fait plus attention à un certain nombre de choses, c'est automatique. Eh bien, on va transformer les automatismes de notre cerveau pour passer d'un cercle vicieux à un cercle vertueux. Et pour ça, ça va nous demander des efforts. Donc, ce principe de zéro négativité, en l'expliquant au couple, et c'est tout à fait compréhensible de ce qui se passe, eh bien, ils vont petit à petit rentrer dans un changement de comportement. Et comment mettre en pratique alors la zéro négativité? Oui, alors, il y a plusieurs choses à savoir. Hein. D'abord, il faut commencer par des petits pas. C'est-à-dire qu'il faut avoir un objectif réalisable. Définir un temps. Par exemple, aujourd'hui, on est lundi, toute la journée, on va faire en sorte de rentrer dans un espace de zéro négativité. Ni jugement, ni blâme, ni critique, ni sarcasme. Hein. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et puis la semaine d'après, on dit, tiens, mais on va faire ça dimanche. Dimanche, il y a plus de vie, il y a plus d'interaction entre nous, il y a les enfants, ça peut clasher. On essaye dimanche. Et puis, pourquoi pas une semaine pendant les vacances. Ce serait quand même sympa, une semaine pendant les vacances, si on se disait pas de choses désagréables. Et petit à petit, pour arriver à faire ce contrat pendant 90 jours. 90 jours. 90 jours, c'est ce qui installe une habitude. Hein? Et c'est ce qui permet justement à toutes vos connexions neuronales de changer. Vous aviez une autoroute vers le blâme et la critique, eh bien, vous aurez une autoroute vers la valorisation et le positif de votre partenaire au niveau neuronal. Donc, petit à petit, l'effort se transforme juste en habitude. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est, bien sûr, vous n'allez pas tout le temps réussir. Et c'est certain. Donc, puisque vous n'allez pas tout le temps réussir, il va falloir apprendre à vous reconnecter. Définir un petit protocole. Quand il y en a un
un membre du couple qui n'arrive pas qui d'un seul coup va lancer un scud, eh bien, vous écrivez un protocole. Alors, bon, quand je fais ça, je m'engage à revenir vers toi et à te dire, je suis désolée, voilà. Ou bien, je m'engage à refaire la scène différemment. Mais c'est à vous à trouver comment ça se passe. Et n'oubliez pas que c'est négatif si votre partenaire dit que c'est négatif. Hein. N'oubliez jamais ça, parce que vous n'êtes pas dans la peau de votre partenaire, vous n'êtes pas dans le monde de votre partenaire. Et peut-être que pour lui, le négatif, c'était juste un ton de voix un petit peu plus dur, ou bien le fait que vous ayez tourné la tête au moment où il vous parlait. C'est des petites choses comme ça qui mettent le cerveau en alerte. Donc, c'est intéressant de voir, de décortiquer un petit peu et de dire, ben voilà, ce qui m'a mis en alerte, c'est ça. Hein? Bon, ben alors je vais le refaire autrement. Hein? Ça paraît un petit peu fastidieux, mais n'oubliez pas que les couples vont y aller petit à petit. Ils vont faire le travail petit à petit pour que ce soit de moins en moins fastidieux, justement. Donc ça, c'est vraiment un protocole à écrire. La troisième chose, c'est passer du message tu au message je. Tu fais toujours ça, tu oublies toujours ça, tu ne t'occupes jamais de ça, à un message totalement différent qui est quand tu oublies de ranger la table du petit déjeuner, je me sens. Et ça, c'est tout le principe d'Imago. C'est-à-dire qu'on projette souvent sur son partenaire des choses qui nous appartiennent et c'est important d'aller voir ce qui se passe chez nous. Et c'est toujours celui qui est en difficulté qui va voir ce qui se passe. Lorsque tu ne ranges pas bien la voiture, ce que je ressens, c'est… Et l'histoire que je me raconte dans ces cas-là, et ce qui me blesse de ta part. Et donc, il y a vraiment un langage vulnérable qui commence à se mettre en lumière entre les partenaires. Et c'est seulement dans ce langage vulnérable qu'il peut y avoir de la connexion. Un langage vulnérable, c'est parler avec son cœur. C'est sortir de la réactivité, parler de soi avec son cœur. Et c'est vraiment ce que fait le dialogue Imago. Et puis un dernier point, c'est l'autoréflexion. Parce que bien sûr, il ne s'agit pas de mettre sous le tapis tout ce qu'on voudrait dire à son partenaire. Hein. Il s'agit d'une part de parler de soi, mais aussi de se poser des questions. Parce que si jamais on met tout sous le tapis, il y a un moment, ça explose. Donc, dès qu'on prend conscience que même si on ne le dit pas, on a des pensées négatives vis-à-vis de son partenaire, eh bien, on se part en autoréflexion. Je suis en train de penser ça de mon partenaire. Qu'est-ce qui fait que je pense ça de mon partenaire? Pourquoi est-ce que je pense ça de mon partenaire? Qu'est-ce qui a fait que j'ai pensé ça de mon partenaire? Et ensuite, je peux partager avec lui ou avec elle, bien sûr. Voilà, je dirais, les grands axes pour mettre en place la zéro-négativité. Et je vois que ce qui marche très bien avec les couples que j'accompagne, c'est quand ils font un contrat. Ils se font un contrat. Nous nous engageons à la zéro-négativité pour 3 jours. D'ailleurs, dans les stages, tous les matins, quand les couples arrivent, on leur demande, est-ce que vous vous réengagez à la zéro-négativité pour la journée? Alors, bien sûr, ils disent tous oui. Et je pense qu'ils le font parce qu'on leur donne des outils justement pour le faire. Mais petit à petit, il y a vraiment une transformation qui se crée à l'intérieur du couple. Voilà ce que je voulais vous partager par rapport à la zéro-négativité. Alors, merci Elisabeth pour cette présentation très détaillée, très, très claire, je trouve, de la zéro-négativité. Alors, en théorie, moi, je trouve ça génial. et je me dis, mais en pratique,
ça doit quand même être assez difficile à pratiquer, non? Il y a des obstacles ou qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Oui. Bon, déjà, l'être humain n'est pas parfait. Ça, on le sait. Hein. Donc, on va tomber du bateau. Ce que j'appelle tomber du bateau, c'est que même s'il y a l'intention est très claire, eh bien, à un moment dans la journée, on ne va pas y arriver. Et c'est OK. Hein. Et c'est vraiment important d'avoir de l'indulgence vis-à-vis de soi par rapport à ça. Hein, et vis-à-vis de son partenaire. Parce que n'oubliez pas que notre cerveau réactif, il est au taquet. Il est là dès qu'il y a le moindre truc. Donc, ça va prendre du temps. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire des petits pas. Et peut-être qu'une journée, c'est trop. Peut-être que ça va être juste le temps du dîner. Hein. Donc, il y a déjà ça auquel il faut faire très attention. Et puis, suivre les 4 points dont je vous ai parlé juste avant pour vraiment mettre en place quelque chose de précis. Jusqu'à mettre en place un protocole vraiment de reconnexion quand ça bascule. Et puis, il y a autre chose, c'est que Harvey Hendrix et Helen Lacklick-Hunn qui ont fait ce processus, hein, et c'est pour ça qu'ils l'ont vraiment aussi bien développé, ils se sont rendus compte que le cerveau, il était perdu au bout d'un moment. Parce qu'il perdait une partie de son fonctionnement. Et donc, Imago vous donne la possibilité de transformer tous ces blâmes, ces critiques et ces sarcasmes en appréciation positive, en gratitude. C'est-à-dire que vous allez remplacer tout ce qui est négatif par du positif, pour remplir, parce que le cerveau, il a besoin d'être alimenté par quelque chose. Vous allez vous engager à, par exemple, dans la journée, vous dire 3 choses que vous avez appréciées de votre partenaire. Tous les couples vont faire ça. Hein. Les couples, ils vont aussi prendre l'habitude de regarder ce qui est bon et non pas ce qui ne fonctionne pas. Et vous ne pouvez pas vous imaginer le nombre de petites choses qu'on peut trouver dans une journée qui peuvent juste nous faire réaliser combien notre partenaire est attentif. Et au début, ça va être un effort. On ne va pas forcément voir tout. Mais petit à petit, puisque à partir du moment où on met en mouvement le positif, il va se mémoriser, hein, et bien petit à petit, notre mémoire, elle va commencer à avoir un certain nombre d'éléments positifs qui vont arriver en premier au lieu d'avoir que des éléments négatifs. Il ne faut pas oublier que ce cerveau hyper réactif, il était là parce que c'était une histoire de survie, à un moment dans la préhistoire, etc. Maintenant, on est quand même, en tous les cas, dans nos civilisations, pas en danger permanent de vie ou de mort. Donc, plus on va habituer notre cerveau à rentrer dans quelque chose où il peut vraiment sentir le positif, hein, le potentialiser à l'intérieur, et plus on va développer cette compétence. Donc, voilà ce que je dirais par rapport aux difficultés qu'on peut rencontrer en mettant en place la zéro-négativité. Donc, sentir qu'à un moment, ce n'est pas possible parce qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre du vide dans la relation, eh bien, le remplacer par du positif. Elisabeth, j'imagine que la zéro-négativité est à ne pas confondre avec la zéro-communication, l'évitement ou encore la suradaptation. Oui, bien sûr. Il y a plusieurs choses dont j'ai déjà un petit peu parlé, mais ce qui est important, c'est surtout de ne jamais se forcer à garder des choses pour soi. Hein. Sous prétexte de zéro négativité, je ne vais pas dire ce que je pense, c'est pas du tout ça. Et n'oubliez pas que toute cette théorie Imago,
elle a été basée sur le fait que le couple cherche à retrouver de la connexion, de la joie, de l'harmonie, comme au premier temps, mais en conscience. Hein. Donc, on va vraiment prendre en compte le fait qu'on peut tout dire à partir du moment où on parle de soi et qu'on n'est pas en train de projeter sur son partenaire quelque chose qui nous appartient. Là, dans la relation, il y a un espace. Cet espace, il est sacré. C'est vraiment un espace dans lequel on peut tout dire du moment qu'on est dans l'acceptation que l'autre ne vit pas la même chose que nous et que c'est normal. Donc, lorsque, au lieu de dire en négatif, tu ne prends jamais le temps de me dire bonjour le matin, déjà, on va changer ça en disant j'aimerais tellement que tu me dises bonjour le matin. Déjà, il y a ça. Je prends la responsabilité de mon désir. Mais en plus, je vais pouvoir aussi dire, lorsque tu ne me dis pas bonjour le matin, ce que je ressens, c'est ce que je disais tout à l'heure, l'histoire que je me raconte. L'histoire que je me raconte, ben, c'est que tu n'as pas envie de m'embrasser, entre guillemets. En gros, l'histoire que je me raconte, c'est que tu ne m'aimes pas. Hein. Donc, tout ça, ça va entraîner du lien. Parce que quand un partenaire entend sa partenaire ou vice-versa dire « quand tu ne m'embrasses pas le matin, j'ai vraiment l'impression que tu ne m'aimes pas », là, il peut y avoir quelque chose qui se débloque et ce partenaire en question, il va dire ben, « ma chérie, non, ce matin, j'ai mal dormi et voilà pourquoi je n'ai pas pensé à t'embrasser ce matin. » Vous voyez? Et donc, ça crée du lien. Donc, il ne s'agit pas de ne pas dire, mais il s'agit de dire différemment. Et puis aussi, les pensées. Dans ce mécanisme d'auto-réflexion, je suis en zéro négativité, donc je ne dis pas ce que je pense de négatif sur mon ou ma partenaire. OK. Mais à ce moment-là, je ne le dis pas parce que ce n'est pas le moment, parce que je me pose la question de pourquoi je pense ça, de mon ou de ma partenaire. Et je fais ce travail d'introspection pour aller chercher peut-être quelque chose encore du passé qui est actif. Donc, je dirais que c'est les deux points importants qui permettent de, en étant dans la zéro négativité, dire ce que l'on pense, ce que l'on ressent et comment le partager de manière entendable et transformable. Il ne faut pas oublier que tout ce travail il sert juste à transformer les choses. Voilà ce que je dirais sur ce sujet. Merci pour ce complément d'information sur les difficultés effectivement à mettre en place la zéro négativité. Mais du coup, la question que je me pose, c'est est-ce qu'on peut pratiquer la zéro négativité dans d'autres formes de relations que le couple, par exemple au bureau ou bien avec ses enfants ou je ne sais pas, les grands-parents, les frères et sœurs. Enfin, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Amis. Oui, bien sûr. Eh bien, on peut pratiquer ce dialogue imago partout, dans toutes les sphères de notre vie. La devise imago, il y a 10 ans, quand j'ai commencé, il y a 12 ans, quand j'ai commencé avec imago, c'était changer le monde un couple à la fois. Et maintenant, cette devise, elle est devenue changer le monde une relation à la fois. Donc, il y a donc cette formation pour devenir thérapeute imago, mais il y a aussi une formation pour devenir facilitateur relationnel imago, c'est-à-dire pour faciliter toutes les relations, que ce soit en famille, que ce soit dans les entreprises, que ce soit avec les amis, parce que qui ne rêve pas d'être entendu à 100% par une personne disponible,
empathique et bienveillante. Bien que ça change la relation, ça change l'énergie entre les personnes. Donc, il y a vraiment maintenant les facilitateurs travaillent pour accompagner des familles, soit des parents avec leurs enfants, des frères et sœurs, des grands-parents avec leurs enfants ou leurs petits-enfants. Travaillent en entreprise, comment dans un climat d'entreprise un peu délicat ou conflictuel, on peut remettre du lien entre les personnes. Hein. Et puis aussi un travail en individuel, c'est-à-dire que cette approche relationnelle Imago, elle permet aussi de travailler en individuel sur des problématiques diverses. Beaucoup de professions maintenant se forment à la facilitation relationnelle Imago. Beaucoup de coachs, beaucoup d'avocats, beaucoup de personnel de santé. Donc, il y a vraiment quelque chose de la compréhension que travailler sur une approche relationnelle transforme les choses. Donc, je dirais que, voilà, moi, je peux l'employer avec des amis, je peux l'employer dans ma famille sans être dans quelque chose de très, très structuré, mais juste faire un miroir de l'essentiel à quelqu'un qui se trouve en difficulté. L'empathie, c'est pas ah oui, je comprends comme tu souffres parce que je vis la même chose. Ça, c'est pas de l'empathie, c'est de la fusion. L'empathie, c'est oui, je comprends ce que tu me dis, ça fait du sens de voir combien tu souffres là par rapport à cette situation. Hein. Et ce que tu viens de me dire, voilà ce que ça me fait. C'est pas du tout la même chose. Hein. Donc, oui, je suis dans vraiment cette intention de diffuser au maximum la théorie Imago, parce qu'en effet, on pourrait changer le monde une relation à la fois. C'est peut-être très utopique, mais en tous les cas, c'est ce qui me porte. J'avais entendu dire que quand on voulait qu'un mouvement de transformation opère à un niveau important, qui peut être le niveau mondial, il suffit d'un petit pourcentage finalement de personnes qui adoptent de nouveaux comportements pour que de proche en proche, finalement, ils se généralisent. Donc peut-être que c'est à la portée d'Imago et des couples vus en thérapie Imago. Tout à fait, merci de rappeler ça, Guillaume. C'est ce que les Américains appellent le tipping point. C'est-à-dire qu'ils se situeraient ce tipping point à 12% de la population, ce qui est quand même pas énorme. Hein. Donc, vu le nombre de thérapeutes Imago qui se forment et de facilitateurs dans le monde, hein, parce que c'est vraiment mondial, on est une quarantaine de formateurs Imago dans le monde, dans presque tous les pays du monde, eh bien oui, j'espère que ça va vraiment faire boule de neige et qu'à un moment, ce sera vraiment le mode de communication privilégié des personnes, de devenir curieux du monde de l'autre, pour être dans cette dimension d'acceptation, de tolérance et de bienveillance. Moi, je vais juste faire une petite remarque. C'est depuis qu'on a suivi donc la formation en Imago, au travail, lors de certaines réunions un petit peu houleuses, je fais le miroir avant de répondre à une question et ça se passe beaucoup, beaucoup mieux. C'est impressionnant. Alors, je le fais de manière un peu subtile, pas avec forcément les mêmes amorces. Et je suis assez émerveillée par le résultat et le fait que les réunions se passent beaucoup mieux, de manière beaucoup plus sereine. Voilà. Tout à fait. Merci pour ce partage, Sabrina, parce que je pense que toutes les personnes qui ont connaissance d'Imago ont vraiment cette capacité à essaimer et à faire en sorte que les relations entre les êtres humains s'apaisent.
Et même avec les enfants aussi, hein, c'est vrai. Oui, superbe. Avec les enfants, c'est tout à fait incroyable. Hein. Comment ils rentrent dans ce jeu juste parce qu'ils sont écoutés, d'aller un petit peu plus loin dans ce qu'ils voulaient nous dire. Et donc d'aller eux-mêmes voir ce qui se passe à l'intérieur d'eux pour le comprendre. Ouais, superbe. Merci Elisabeth pour cette présentation magnifique. Et est-ce que tu pourrais nous présenter rapidement l'atelier que tu as prévu pour donc la communauté des personnes qui auront acheté le coffret? Oui, alors, ce que j'ai prévu, c'est de faire une petite vidéo qui explique comment mettre en place un dialogue imago. Hein? Donc, vous aurez les participants auront le setting, un certain nombre d'informations dans cette petite vidéo. Et puis, avec la vidéo, il y aura la trame d'un dialogue de gratitude. Voilà. Formidable. Merci beaucoup. Il faut toujours commencer en imago par quelque chose de positif. On ne commence pas tout de suite à travailler sur les frustrations. On travaille d'abord pour remettre à sa place le positif dans la relation. Voilà. Ok. Et tu nous disais avant l'entretien que tu as prévu également un cadeau, un bonus, c'est ça? Oui, un cadeau. Alors, je propose d'offrir à un couple 50% sur un des stages que j'anime avec Chantal et Antoine Daudifray à Vannes pendant l'année. Voilà, je fais 2 stages par an. Magnifique. Et donc, je fais 50% pour ce couple qui aura la chance d'avoir ce cadeau. Superbe, merci. Merci beaucoup, merci pour c'est super. À moins qu'on y aille, nous. Non, c'est un cadeau qui sera tiré au sort et c'est pas nous qui viendrons. C'était une plaisanterie, voilà. Ok, merci vraiment, merci beaucoup pour cette magnifique contribution au Congrès vers l'amour conscient. Et puis, je ne sais pas qui aura la chance d'être tiré au sort pour bénéficier avec son compagnon ou sa compagne d'un stage avec toi, mais on les envie déjà. Voilà, super. Moi, je suis ravie vraiment de partager ce moment avec vous. Et puis, j'espère que vous allez avoir beaucoup de succès avec ce congrès. Merci Elisabeth. Merci.